Oui, bonjour YouTube, on se retrouve pour une nouvelle petite VOD de lecture, toujours sur l'article de l'entretien avec la députée Europe Écologie Les Verts. On est toujours en train de s'agacer, mais entre la dernière VOD et celle-ci, j'ai récupéré un cappuccino qui actuellement est vraiment extrêmement brûlant. Ça, c'est un aspect un peu plus triste, parce que du coup, je peux pas le boire pour l'instant. Je peux pas le boire. Ça va bof, mais je joue à Timberborn en même temps et donc ça passe. Bon, après moi je vous le redis encore une fois, si le sujet est trop trigger, vraiment, c'est ok de ne pas écouter le live. C'est ok de ne pas être là. Je ne vais pas vous en vouloir de vous protéger parce que le sujet est trigger, d'aller voir autre chose, d'aller voir un autre live, d'écouter de la musique, de faire autre chose quoi. Enfin voilà, encore une fois c'est chaud. C'est chaud. Donc c'est rageant, c'est épuisant, voilà. Vraiment, vraiment. Faut que je relance ce jeu du banger. Moi, Timberborn, j'ai toujours pas testé, alors que même le studio est venu me voir en me disant « Hey, tu voudrais pas faire un peu sur notre jeu ?» Et j'étais en mode « Hey, j'ai pas le temps. J'ai déjà trop de trucs, en fait. » Mais ça a l'air rigolo en vrai de vrai, mais je sais pas, il me tente pas outre mesure. Genre, il a l'air sympa. Mais j'ai tellement d'autres priorités que pour l'instant, ça reste le il est sympa, mais il a l'air sympa, mais voilà, il restera sympa là-bas. Bon, on est reparti. Et coucou Mafulassou et coucou Lolo. Attention, trigger warning, hein, pour les gens qui arrivent, en haut à droite, c'est marqué dans le chat, en épinglé. Trigger warning, validisme, suicide assisté. On est sur une lecture, du coup, d'un article qui a été écrit par une association antivalidiste de Strasbourg qui est allée rencontrer une députée Europe Écologie Les Verts et que voilà, c'est usant, rageant, ça met en colère, enfin voilà, hein, bon, et désolé pour les gens qui serrent les dents très très fort, j'ai vu le message, plein de câlins et je t'aime Nils. D'abord, on est reparti. À chaque fois que nous avons soulevé ce point, rigole, revenez sur les critères. Les gens ont une vie raccourcie, ils n'ont que quelques mois à vivre. C'est précisément ça le problème. L'espérance de vie réduite est utilisée comme critère pour dispenser la société de chercher les causes du mal-être et d'y répondre. Ce n'est pas une objectivité médicale, c'est un choix politique. Le même qui a conduit, en début de la pandémie Covid, à hiérarchiser l'accès aux réanimations selon l'âge, le handicap, les comorbidités. On a appelé ça du tri. Ici, on l'appelle l'autonomie. Voilà, voilà. Et effectivement, Disto, c'est littéralement de l'utilitarisme. Est-ce que tu vas être utile à la société? Non. Non. Bon bah alors on va pas faire d'efforts. Pourquoi en faire? Tu ne rapportes rien. Et si on se bat éventuellement pour que tu restes en vie quelques mois de plus, bah, tu vas rien rapporter. Et tu vas juste nous coûter. Autant que tu meurs. Et encore une fois, là, je vais rebondir sur un truc qui a été dit tout à l'heure. C'est par Nils. Prenez tous les cas où le monde médical te dit « Non, mais t'en as plus que pour que tant de temps. » Entendez là un temps réduit, avec une date limite, et que tu la dépasses au final. Que l'équipe médicale ne comprend pas pourquoi, mais que tu la dépasses au final. Et là-dessus, moi, personnellement, je vous ai raconté tout à l'heure ce qui m'est arrivé, parce que c'est littéralement ce qui m'est arrivé. Moi, dans mon cas, on m'a dit à 25 ans, tu seras mort. Finalement, j'en ai dépassé les 30, tranquille. Et je m'approche des 35. C'est-à-dire que j'ai dépassé de quasiment 10 ans la date de péremption. Et a priori, d'ailleurs, il n'y a plus spécialement de date de péremption parce que, heureusement, le monde médical avance. Et parfois, il avance en quelques mois, notamment. En quelques années, notamment. Et on passe de « on n'a pas de traitement, on ne sait pas quoi faire, tu vas crever » à « en vrai, c'est pas ouf, mais on a les moyens de te maintenir en vie. » Et c'est ce qui est arrivé avec moi. Avec moi, le problème, c'est que je perds quelque chose. Mon corps perd une molécule, en l'occurrence.
Ce qui est très relou, parce que c'est un élément qui est très important dans plein de choses comme le réton contrôle du cœur, etc. C'est pour ça que j'ai des problèmes de risque de crise cardiaque dès que je force trop physiquement, etc. Parce que ce qui permet au cœur de ne pas s'épuiser et de ne pas s'arrêter, bah moi, c'est ce qui disparaît, on ne sait pas trop où, a priori dans les os, en l'occurrence, dans la moelle osseuse, pour être tout à fait précis. Apparemment, c'est ça que ça fait, ma maladie. Mais on n'est même pas sûr, parce que c'est une maladie qui est une maladie orpheline, donc personne ne la traite, en fait, personne ne fait de la recherche ou presque dessus, donc c'est des suppositions, mais on n'a même pas, on n'est même pas sûr de ça, en fait. C'est, voilà, bref. Anyway, là, je vous parle de mon cas spécifique, et donc on s'en fout un petit peu. Toujours est-il que les avancées médicales ont existé, en l'occurrence, même si on n'a pas découvert qui, que, quoi, comment, mais voilà. Et notamment, ce qu'on fait à l'heure actuelle, dans le cas de ma maladie, c'est que j'ai un apport médicamenteux. Tous les jours, je prends 4 grammes de la molécule qui me manque. En fait, je prends tous les jours une dose artificielle, du coup, qui me redonne ce que mon corps perd tous les jours. Voilà, c'est ça ce qu'on fait. Ça ne soigne rien du tout. Je ne vais pas mieux, mais je ne vais pas pire. Parce que le truc, c'est que autant on ne soigne pas la maladie, autant on soigne le symptôme qui pose problème, le truc qui fait que vraiment c'est dangereux, on me redonne la molécule qui disparaît. Encore une fois, c'est pas les seules conséquences de ma maladie, et c'est du coup pas un soin. Mais on arrive à pallier au manque, en fait. On remplit un tonneau qui se vide. Concrètement, vous imaginez que je suis un tonneau qui est percé, je continue constamment à me déverser de l'eau qu'on me remplit, et le truc c'est que du coup constamment on remet de l'eau. Voilà, on met de l'eau par au-dessus, de l'eau qui finit par s'écouler par en dessous. Voilà, concrètement c'est ça qu'on fait avec ma maladie. Et il y en a plein d'autres des situations où ça arrive ça. Mais ça fait qu'on arrive à me maintenir en vie. Oui voilà, c'est un soin, c'est pas un remède, tout à fait. C'est pas curatif, on n'est pas en train de faire disparaître la maladie, on la fait pas résorber ni quoi que ce soit, parce qu'encore une fois elle est incurable, mais effectivement oui c'est un soin. Toujours est-il que le point important, c'est qu'aujourd'hui, j'arrive à rester en vie. Et que, aujourd'hui, mon équipe médicale estime que s'il n'y a pas de changement majeur dans ma vie, si je n'ai pas d'éléments plus physiques, coûteux, s'entend, donc pas de métier qui consomme plus de ressources, etc. Si je continue à avoir des conditions de vie similaires, donc avec un toit au-dessus de moi, manger globalement tous les jours, continuer à prendre mes cachets, etc. Je n'ai pas une espérance de vie différente que celle de n'importe quelle personne valide. Même si j'ai toujours tout un tas de conséquences très désagréables à plein de niveaux avec ma santé, mon espérance de vie n'est plus impactée comme avant. Avant, on partait du principe qu'à 25 ans, je ne serais plus là. Point. Voilà. C'est quand même une différence notable, vous voyez. Et c'est une différence qui s'est faite pendant cette période. C'est-à-dire que pendant la période qui est en train de me rapprocher du moment où j'allais crever, officiellement en tout cas, selon, encore une fois, les équipes médicales, pendant cette période-là, c'est là où il y a eu l'avancée. C'est marrant. Parce que là, du coup, avec ce qui est raconté, bah, vous voyez bien un problème, en fait. On fait quoi si on part du principe que, bon, bah, écoute, t'as que quelques mois à vivre, t'as que quelques années à vivre, on va pas dépenser des ressources pour toi. Bah, on va pas dépenser des ressources pour toi, ça veut dire que non seulement on va pas t'assurer un soin, mais on va encore moins faire preuve de recherche. Pourquoi faire de la recherche? Pourquoi essayer de faire de la recherche sur ça? Puisque de toute façon, dans quelques mois, t'es plus là. Et que du coup, avec notre loi, dans quelques semaines, t'es plus là. C'est plus rapide. C'est moins coûteux. Pourquoi aller dépenser? Pourquoi aller faire de la recherche sur une maladie qu'on n'a pas besoin de traiter? On le fera pas. Donc là où une situation comme la mienne, qui avait une date de péremption et qui finalement a pu être très largement repoussée parce qu'on a fait de la recherche, parce qu'il faut bien gérer les gens comme moi qui sont malades, qui existent et qui sont là, même si on n'est pas très nombreux. Parce qu'encore une fois, moi j'ai une maladie orpheline, donc une maladie où il n'y a pas beaucoup de gens qui sont malades, et c'est pour ça d'ailleurs notamment que tout le monde s'en bat les couilles. Parce qu'on n'est pas assez nombreux en fait pour justifier de faire de la recherche dessus déjà. Déjà, vous voyez qu'il y a un problème, mais bon, bref. Même comme ça, on arrive à faire de la recherche un minimum. Mais s'il n'y a même plus besoin de ça, parce qu'on nous élimine avec une loi eugéniste, cette date de péremption, elle ne sera jamais repoussée. Il n'y aura plus besoin. Mais il y aura du coup de recherche. Ça ne sera pas fait. Ça n'existera juste pas du tout. Déjà que c'est déjà un truc qui est ridicule à l'heure actuelle. Il y a genre 3 pélos en France qui travaillaient dessus il y a quelques années et c'est tout.
Et depuis, il y en a qui sont partis en retraite. Alors j'ai vu que ceci dit, il y a d'autres personnes qui sont venues, notamment à Lyon. Il se trouve qu'il y a une meuf qui fait de la veille sur ma maladie, ce qui est quand même grave bien parce que du coup je vais y déménager et donc potentiellement je vais peut-être avoir une praticienne qui connaît ma maladie, ce qui va me changer quand même vachement la vie. Parce que là ça fait malheureusement 2 ans que je n'ai plus de praticien qui connaît ma maladie. Parce que le seul praticien que j'avais c'était le gars qui faisait de la recherche en France, un des 3 gars qui faisait de la recherche en France qui le faisait, qui est parti en retraite. Et donc du coup, depuis, le fameux spécialiste que je vois pour ma maladie n'est pas un spécialiste de ma maladie, il ne la connaît pas. C'est marrant. Donc là, peut-être qu'en allant sur Lyon, d'ailleurs, je vais retrouver quelqu'un qui connaît ma maladie, parce qu'elle fait de la veille dessus. Mais le problème, c'est que là, comme ça, comme je ne l'ai pas rencontré encore pour l'instant, je ne sais pas exactement ce qu'elle fait. Est-ce qu'elle fait que de la recherche veille, c'est-à-dire qu'elle regarde ce qui est fait ailleurs et elle le fait un récap juste de ce qui est fait ailleurs, ou est-ce que activement, elle, de son côté, elle mène des recherches dessus ou sur ces maladies-là? Je ne sais pas. Parce que dans le cas où elle fait que de la veille, c'est pas vraiment de la recherche dans le sens où elle va pas trouver des nouveaux trucs. Juste, elle le dit, voilà, à travers le monde, il y a d'autres gens qui ont trouvé ça, point. Et ça va pas plus loin. Ce qui est déjà bien, hein, c'est déjà beaucoup plus que ce que fait la plupart des gens, donc voilà. Mais ça reste que du coup, elle va pas forcément approfondir, quoi. Et est-ce qu'elle prend des patientes aussi? Ça, c'est encore un autre débat. Mais bref, vous voyez l'idée, quoi. Toujours est-il que, donc, on revient là-dessus. La différence dans la situation du Covid, on a dit, ah, c'est du triste, c'est nécessaire, c'est comme ça. Et là, ici, non, mais c'est pour l'autonomie de crever. Ok, très bien. Pour illustrer jusqu'où va ce raisonnement, nous évoquons la situation des femmes âgées surreprésentées parmi les personnes qui recourent au suicide assisté en Suisse. Leur vulnérabilité spécifique face aux violences conjugales, à l'isolement. La réponse de Rigole. Mais vous ne pouvez pas dire que les femmes âgées sont éligibles. Nous ne disions pas que toutes les femmes âgées sont éligibles. Nous constations qu'elles sont surreprésentées parmi les personnes qui le sont. Pour Rigole, visiblement, on cesse d'être une femme âgée à l'instant où l'on devient éligible. Les déterminants sociaux de la vulnérabilité s'effacent derrière le critère médical. Et là-dessus, je ne serai pas sur le critère médical, là-dessus, je serai sur le critère validiste. À partir du moment où tu es un handi, tu n'es rien d'autre. Que ce soit une personne qui est devenue handi parce qu'elle s'est fait casser la gueule, notamment au sens littéral, par un compagnon violent pendant toute sa vie, ou pas, à partir du moment où t'es handi, t'es rien d'autre. Tu n'existes plus en tant qu'autre chose. Tu es juste un handi. Un handi, c'est un poids qu'il faut éliminer pour le bien commun des autres, évidemment. Et ça, c'est assez significatif dans le monde eugéniste, dans le monde validiste qu'on a. C'est tout le temps comme ça. À partir du moment où tu es handicapé, tu n'es rien d'autre. Tu n'es plus rien d'autre. Alors tu vas subir des choses en fonction, encore une fois, tout simplement de ce qui te touche, si tu es notamment une femme, si tu es notamment une personne trans, si tu es notamment une personne racisée, etc. Ça va se rajouter au fait que ce que tu vas subir en tant qu'handicap. Mais tu seras traité juste comme un handicapé. Et un handicapé ne mérite rien, ne mérite pas d'être écouté, ne mérite pas de vivre. Et en vrai, l'handicapé, il pourrait faire un effort. Il pourrait faire l'effort de se mettre à la place des autres. Il pourrait faire un effort de conforter les autres, de réconforter les autres, parce qu'ils souffrent les autres. Ils souffrent de toi, de ta présence, de ton poids, de ton existence, de devoir penser à toi, de devoir faire attention, de devoir mettre un masque. C'est si dur de mettre un masque. Oh là là, mettre un masque, vous imaginez pas à quel point c'est difficile. Oh, c'est là sur votre visage et c'est là sur votre visage et c'est dur. C'est dur. Oh là là. Ouais, tellement dur. Et puis des fois, faudrait que je pense aussi à ne pas être horrible avec l'handicapé que je croise, vous voyez, ne pas le réduire à être juste un handicap, genre le respecter comme un vrai individu et c'est dur quand même, c'est compliqué. Ah vraiment, les valides m'énervent. Ça me saoule. J'ai envie de dégommer Rigole, j'ai envie de dégommer tous les valides comme ça, j'ai envie de dégommer la moitié des putains de députés, ça m'énerve. Je vais boire mon café. Ah. Bon, vous noterez comme d'hab évidemment que les sciences humaines et sociales n'existent pas. Les déterminants sociaux, comme ça a été dit par les membres du collectif, ça n'existe pas. Vraiment, ça disparaît. Ça disparaît. Et encore une fois, c'est significatif. Pourquoi prendre en compte ce qui se fait
dans les recherches en sciences humaines et sociales. Pourquoi prendre en compte ce qui montre le système, puisque tout est une question d'individu? Toujours. Un individu, sa dignité. Est-ce que c'est un poids? Est-ce que c'est une force? Bon, si t'es handicapé, t'es un poids, forcément. Si t'es valide, t'es une force, voyons. Tu es valide. Tu es valide, donc déjà, tu tombes pas malade. Tu peux pas transmettre de maladie non plus. Incroyable, hein. Ah. Puis t'as forcément raison aussi, accessoirement. N'oublie pas, hein, quand t'es valide, t'as raison. Hashtag, je te mets une magnifique petite rampe à 45 degrés, TKT, ça passe. Hein, comment ça passe pas? Mais je croyais que ça passait. Pour celles qui n'étaient pas là au début de l'article, en fait, le début de l'article commence avec tout simplement le fait qu'il n'y a rien de prévu pour rendre accessible la permanence où se déroule l'entretien. Et que du coup, elles ont estimé, parce que c'est la première fois qu'elles recevaient quelqu'un avec un fauteuil roulant, que TKT, on a une rampe qui est à 45 degrés, ça passe. En fait, on a des planches en bois qui font une rampe. 45 degrés, c'est bon, non? La réponse, c'est il y a 40 degrés de trop. Si jamais vous posez la question, hein, voilà. Et du coup, non, ça marche pas. Voilà. Sauf si t'es extrémiste. Si t'es valide et extrémiste de gauche, est-ce que t'es vraiment valide? Enfin, bref. On reprend. En vrai, il y a un truc qui me chiffonne quand même dans la phrase, dans le sens où c'est extrémiste de gauche, tu seras attaqué pour autre chose, tu seras jamais considéré comme étant pas valide. Et pour moi, il y a un truc dans la phrase qui me dérange. Le vécu n'est pas le même, les conséquences ne sont pas les mêmes, de très loin. Et du coup, ça me chafouine, en vérité. Même si c'est pour faire de l'humour et tout, j'entends. Hein. Ça me... C'est que par exemple, quand dans une discussion, pour rigoler, vous avez une personne blanche qui va vous dire « Ah, mais moi, je suis le token blanc », ça me pose problème. Parce que token a une symbolisation, a un truc... Et en fait, non, il n'y a pas de token blanc. Non, ça marche pas comme ça. Et c'est du coup le genre d'humour qui me pose problème. Et là, en fait, c'est le même principe. Je veux dire, en tant que personne handicapée, si t'as quelqu'un en face qui me dit « Oh, mais moi, je suis extrémiste de gauche et du coup, je suis handi », ça me trigger. Il y a eu des périodes où, effectivement, des personnes se font enfermer en psychiatrie car d'extrême gauche. Mais c'est pas la même chose. En fait, on utilise des outils et effectivement, on va réduire ta parole et on va essayer de trouver des trucs comme ça, c'est vrai, mais c'est quand même pas la même chose. Il y a quand même un truc qui me... Mais encore une fois, j'entends que c'est pour rigoler, etc. Hein. C'est juste que là-dessus, il y a un truc qui me chiffonne. De cet ordre-là, notamment. C'est juste, je signale ça, c'est tout. Encore une fois, je suis pas là pour vous en mettre une ou quoi, hein, pas mon propos. Juste, je vous signale, cette phrase-là me chiffonne. Et pour les raisons que j'ai évoquées. C'était dans le côté, t'es une force pour la société, je dirais pas que tous les valides sont considérés comme des forces pour la société. Non, complètement. Et j'entends là-dessus. Je reprends du coup la lecture. Pour illustrer jusqu'où va ce raisonnement, nous évoquons la situation des femmes âgées... Non, ça je l'ai lu, pardon. Excusez-moi. Ça je l'ai déjà lu. L'asymétrie de protection juridique. L'article 17 crée une asymétrie révélatrice. Entraver le recours à l'aide à mourir est puni de 2 ans de prison et de 30 000 € d'amende. Les associations tierces, dont l'ADMD, peuvent saisir la justice. C'est marrant ça. Les associations gestionnaires ont le droit de saisir la justice pour faire punir les gens qui osent dire « Franchement, l'aide à mourir, c'est pas ouf ». C'est marrant ça quand même. Hein. L'entourage des personnes handies a le droit de venir te mettre en justice parce que tu dis que le suicide assisté, c'est peut-être de la merde. Qu'est-ce qu'on aime ça? Vraiment, qu'est-ce qu'on aime ça? Ça se mange sans fin. Vraiment, quel plaisir. Bref. Inciter à recourir à l'aide à mourir n'est puni que de 1 an et 15 000 € d'amende. Seule la victime peut porter plainte. Pour comparaison, la provocation au suicide de droit commun est punie de 3 ans et 45 000 €. Article 223, 13 CP. Et la propagande en faveur de méthodes de suicide de la même peine, article 223, 14. La vie d'une personne malade est 3 fois moins protégée contre l'incitation à mourir que celle d'une personne valide. Alors ça, j'entends...
J'entends, mais pour moi, c'est pas un argument cool. Qu'on soit d'accord. Enfin, et quand je dis cool, dans le sens où pour moi, c'est un argument de merde. Parce que ça, c'est un argument qui fait la hiérarchie. Et en fait, le problème est... Comment ça, on incite des gens à mourir? Pardon, mais le problème, il est là, en fait. Valide, pas valide, c'est pas la question. Et du coup, on force d'autant plus les personnes malades. C'est pas... Ok, je veux dire, on force. Le problème est là. Et donc, du coup, pour moi, il y a un peu un truc là dans l'argument qui me dérange, dans le sens où la vie d'une personne malade est 3 fois moins protégée contre l'incitation à mourir que celle d'une personne valide. Oui, d'accord. Mais pour moi, c'est pas le point. C'est pas le truc important, mais enfin, ok. C'est pas le point. Mais d'accord. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, pour moi, là, il y a une forme de hiérarchie et je sais pas, ça me semble pas pertinent. Genre, ok, so what? Très bien. Bref. Dans l'antivalidisme, il y a toute la question de l'autonomie qui est traitée, entre autres. Oui. Cette protection est de toute façon illusoire. La responsabilité de la plainte repose entièrement sur la personne qui subit les pressions. Si elle a été convaincue de demander l'aide à mourir, elle ne portera pas plainte. Et en vrai de vrai, encore une fois, même dans le cas où tu es poussé, que tu as conscience que tu es poussé, qu'on te force la main, tu ne porteras pas forcément plainte. Parce que tu es faible, t'as pas de ressources, t'es épuisé, et t'es contre tout le monde, et que tu le sais, et qu'à un moment donné, juste tu choisis cette porte de sortie parce que c'est une porte de sortie simple. Plus simple que tout le reste. Ça veut pas dire qu'elle est simple, réellement simple, mais c'est juste que comparativement au reste, c'est le moins dur. C'est le plus court. C'est le plus court pour enfin fermer les yeux et puis les rouvrir. Et puis avoir mal. Et quand je dis mal, je parle pas que de physique. Je parle du fait de se faire casser la gueule constamment, notamment parfois au sens littéral, par son entourage. Et donc du coup, tu vas pas forcément demander à porter plainte en fait. Parce que tu peux pas forcément. Et encore une fois, là du coup, pour moi, on reste sur un point un peu légaliste et où je suis en mode, oui, d'accord, mais... ça me semble pas ultra pertinent. En tout cas, ne pas préciser ces éléments-là, pour moi, ça me semble pas pertinent. Parce que pour moi, à mon sens, si tu fais cette précision, ça change le sens du truc. Parce que si tu restes juste sur oui, mais si la personne subit des pressions, elle va forcément porter plainte. Non. Et en plus, même si elle porte plainte, elle peut très bien ne pas avoir gain de cause et se faire rembarrer. Parce que, attendez, ah oui, on vit toujours dans une société qui est une société oppressive et notamment eugéniste et validiste. C'est littéralement, pour moi, on est dans la même logique du oh, regardez, cette meuf, elle s'est fait malheureusement massacrer par son ex-compagnon, etc. Elle a qu'à porter plainte. Et c'est bon, elle aura gain de cause. Bah non. Dans le cas des viols, par exemple, on sait que malheureusement, il y a très très peu de femmes qui portent plainte. Et que quand elles portent plainte, il y en a très 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 peu qui ont gain de cause. Et donc en fait, la logique, elle est là aussi. Pourquoi est-ce que tu portes plainte quand tu sais que de toute façon, le système va te pisser dessus? Et la logique là, elle est la même pour moi. Même si tu as conscience qu'on t'a forcé la main, qu'on t'a fait des pressions, qu'on t'a vraiment forcé très très fort et de manière pas subtile, hein, pas convaincu à demander à mourir, voilà, que tu as conscience que vraiment on t'a forcé à ça, tu vas pas forcément porter plainte parce que juste tu as conscience que tu n'as pas les moyens pour. En fait, tu le sais. Tu le sais puisque jusque maintenant, tu as toujours constaté dans toute la société qu'on te casse la gueule et qu'on t'écoute pas et qu'on te pisse dessus et que tout le monde s'en fout. Donc en fait, tu vas pas te rebeller dessus. Tu te rebelles tout le temps et ça sert à rien. T'es épuisé, t'en peux plus. Si t'en arrives là, c'est que t'en peux plus. En fait, parce que encore une fois, tu peux plus en pouvoir parce que t'as pas de moment de repos, t'as pas de moment où juste t'as quelqu'un qui te soutient. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas à tous les niveaux. Tu te fais pisser dessus. Tu te fais pisser dessus par les élus. Tu te fais pisser dessus par ton entourage. Tu te fais pisser dessus par ce que tu vois à la télé, parce que ce que tu entends à la télé, parce que tu lis, etc. Enfin, bref. Peu de chances de porter plainte, plus peu de chances de se faire prendre au sérieux, plus peu de chances d'avoir un résultat favorable, égale moins de chances de porter plainte, etc. Le bon cercle vicieux, exactement. Et bonjour à toi, du coup, Gazums. Et c'est exactement ça, c'est qu'il y a un espèce de cercle vicieux. Et pour moi, là, dans le texte, c'est dommage parce que il y a un problème à ne pas faire cette notification. Moi, il me semble, encore une fois, c'est comme tout à l'heure, hein, il y avait un point où avec Freya, on avait réagi en disant là, quand même, il aurait fallu rajouter ça. Pour moi, ça, c'est important de le rajouter.
c'est sympa de dire ok, si t'as été convaincu de la dame mourir, tu porteras pas plainte. Sauf que c'est pas ça le souci. C'est pas que ça, à minima. Parce que même quand t'as conscience qu'on t'a forcé la main, tu ne portes pas forcément plainte. Parce que, encore une fois, tout le système te pisse dessus constamment. Et au bout d'un moment, juste, tu peux pas. T'as pas les ressources, t'en peux plus. Et même quand tu les as, t'essaies de porter plainte et on te pisse dessus quand même. Donc en fait, MDR, mais c'est pas suffisant de juste dire ça. Pour moi, là, il y a un truc qui passe un peu à côté, quoi. Et c'est dommage. C'est dommage. Je reprends. Aucune vérification n'est possible a posteriori. C'est une mesure symbolique ajoutée pour rassurer, sans effet pratique. Ce point a d'ailleurs été confirmé à demi-mot par l'attaché parlementaire présent lors de la réunion. Lol, surprise, mais en fait non, quoi. C'est pour ça que je relevais tout à l'heure le manque de la dimension raciste et sexiste pour citer que ces deux-là, ou encore que le légalisme n'est pas une fin. Ouais, complètement, et complètement. Mais il y a plusieurs fois où on tique parce qu'on est là en mode vous êtes sympa, mais en fait non. Et on a vu plutôt avec la MDPH que même quand tu gagnes, la MDPH dit juste ok, mais non, je m'en fous. Oui, oui. Il est là le truc. Parce que en fait, la logique de la MDPH, elle est froide et calculatrice, mais ils ont tort et à terme, ils te feront forcément lâcher des ronds. Ok, mais s'ils attendent suffisamment longtemps avant de te lâcher des ronds, tu seras mort. Donc ils n'auront plus besoin de te lâcher des ronds. Même s'ils sont légalement reconnus comme ayant devant l'obligation de te lâcher des ronds. Et elle est là, toute l'horreur froide de la logique, en fait, de ces structures-là. Et encore une fois, là, on parle de la MDPH du Rhône, en l'occurrence, qui s'est fait toquer en justice, dans 100% des recours au tribunal. Elle a tort. Dans 100% des cas qui sont amenés en justice, la putain de MDPH du Rhône est condamnée à devoir verser des thunes. Et elle refuse. Et elle refuse parce que juste elle joue le temps. Elle joue juste le putain de temps. Tant qu'elle te lâche pas les ronds, t'as pas accès à tes soins, t'as pas accès à tes outils, t'as pas accès à ta survie. Et donc, tu t'amènes de plus en plus, de manière sûre, à la mort. Et pour l'instant, on n'a même pas encore le recours au suicide assisté, qu'on soit d'accord. À l'heure actuelle, on n'a même pas ça. Je veux dire, on est déjà dans cette situation-là, alors que toute cette merde dont on est en train de discuter est en train d'être mise en place, mais ne l'est pas encore. Vous vous doutez bien qu'une fois que ça sera en place, mais alors ça va être une autoroute des abus. Encore plus. Encore bien plus. Parce que là, ils sont obligés de tenir quelques temps. Et ils tiennent quelques temps sans te filer des thunes. Et il y a des gens qui effectivement meurent, qui se tuent, qui juste ne peuvent plus survivre parce qu'ils peuvent plus payer leur traitement, etc. et qui meurent de leur maladie, etc. de leurs conditions de vie. Mais il y a toujours des gens qui, au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans de combat, finissent par enfin toucher leur thune. Ils sont dans des états lamentables, mais touchent leur thune. En fait. Mais le truc, c'est qu'encore une fois, avec une loi comme ça qui passe, mais le rapport entre les personnes qui sont toujours en vie et celles qui sont décédées, il va complètement changer. Et il va exploser du côté des gens qui sont morts. Point. En fait. Ma chérie est malade chronique et éligible à la carte handicapée, syndrome d'Ehlers-Danlos. À 16 ans, elle a tenté, on lui a refusé parce qu'elle a eu la question. Et demain, vous guérissez. Quand t'as 16 ans, que tu sais que c'est une maladie génétique, tu réponds quoi, franchement? Bah ouais. Mais moi, en fait, là, du coup, si tu ne connais pas encore trop ma situation, du coup, moi, j'ai une maladie génétique. J'ai demandé, alors moi, je suis pas encore dans la MDPH du Rhône, je vais y déménager, donc je vais avoir à demander avec eux dans quelques temps. Mais moi, je suis côté du Var pour l'instant. Je vis dans le Var, donc du côté d'Aix-en-Provence, Marseille, tout ça. Et j'ai fait mon dossier MDPH qui a été refusé 2 fois. Et là, en fait, j'arrête là. Juste, j'en peux plus. Ça fait 2 ans que je me bats. Je suis au bout de ma vie. Je suis épuisé pour rien, à part perdre des thunes, perdre du temps. Enfin, vraiment, je suis au bout de ma vie, en fait. Donc, c'est bon, quoi. Je vais pas continuer à me battre dessus, aller au tribunal, etc. Alors que j'ai pas les thunes, etc. Et que de toute façon, ils en ont rien à foutre. Et alors que je vais déménager. Parce que je pense que je déménagerai pas. Je resterai probablement encore à continuer à essayer de faire des trucs, même si j'ai pas beaucoup d'espoir, mais bref. Là, je vais essayer avec la MDPH du Rhône quand j'y serai. Toujours est-il que là, tu fais un dossier, t'es refusé. Et déjà, j'ai, entre guillemets, rigolé la première fois du refus parce qu'ils m'ont accordé le fait que je suis handicapé. Et du coup, ils accordent le fait
que je suis invalide entre 50 et 80%. Ils reconnaissent que j'ai des énormes difficultés dans la vie de tous les jours, dans mon quotidien, dans mes interactions, etc. Mais ils ne voient aucune difficulté à trouver un emploi classique. Et vraiment, je suis en mode what the fuck, les gars? Comment déjà vous me faites ce rendu-là d'avis avec la conclusion finale de TKT, tu peux avoir un emploi? Mais, ok. J'ai fait un recours. Et du coup, j'ai eu la réponse du recours, je sais plus quand, le 5 février 2026. Voilà, c'est marqué sur le courrier. Et alors, le recours, ils ont fait un level up encore au-dessus, puisque dans le recours, ils estiment que je n'ai pas d'handicap physique. Mais ils valident toujours le fait que je suis en invalidité entre 50 et 80% et que j'ai un énorme impact sur ma vie quotidienne. Mais j'ai pas d'handicap physique. TKT. Et vraiment, t'es là en mode... vous êtes juste violent. Vous êtes juste gratuitement violent et vous en avez rien à foutre. Ouais, 20% de fonctionnalité suffit pour avoir un taf, c'est marrant. Hein. Et ce qui est d'autant plus rigolo, c'est que 20% de fonctionnalité, c'est suffisant pour avoir un taf, alors même que dans ton avis, tu reconnais qu'il y a un énorme impact sur ta vie quotidienne. Et là, alors que j'ai pas de travail classique, puisque je travaille en tant que streamereuse, donc créatrice de contenu, je suis considéré comme un statut indépendant, quoi. Là, à l'heure actuelle, ils reconnaissent que j'ai un énorme impact sur ma vie quotidienne, mais TKT, je peux avoir un emploi classique. Je veux dire, what the fuck, les gars? Enfin, genre vraiment, vous êtes même pas cohérents sur ce que vous racontez. Et d'un avis à l'autre, ils sont pas cohérents non plus. Puisque du coup, ils sont pas cohérents entre le fait que, entre le premier avis, oui, t'es handicapé, et on reconnaît que t'es handicapé, etc., on te donne le statut RQTH, parce que du coup, j'ai quand même le statut RQTH, reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Mais dans leur cours, non, t'as pas d'handicap. T'as pas d'handicap physique. T'es en mode MDR? Les gars, je sais pas, faites un effort. Un peu de cohérence? Je sais pas, non? Bref, non mais encore une fois, les MDPH, voilà, ça joue la montre. Ça joue la montre dans l'espoir que, de toute façon, ils savent qu'ils sont illégaux. Ils savent que ce qu'ils font est pas ok. Et ils savent que s'ils sont amenés en justice, ce qui n'arrive pas souvent, puisque la plupart des gens renoncent parce qu'ils en peuvent plus, parce qu'ils sont épuisés, qu'ils sont juste au bout de leur vie. Ils savent que donc très peu de gens amènent en justice. Et même s'ils sont condamnés en justice, ils peuvent attendre. Ils peuvent attendre encore. Est-ce qu'au pire des cas, tu cannes? Et du coup, ben, s'ils attendent suffisamment longtemps, ils n'ont plus droit de donner puisque t'es plus là. Et vraiment, c'est la logique. De manière constante. C'est la putain de logique de ces structures, quoi. Bref, je reprends. Donc, là, on était sur... Il y a une protection absolument illusoire. C'est-à-dire que vraiment, on a dit, on te met une protection, mais en fait, c'est du vent, mais on le sait, mais on a mis une protection parce que comme ça, on peut dire qu'on a mis une protection, même si on sait que c'est faux. Lol. Heureux, baby, on s'énerve toujours. J'espère que la sieste a été bonne et que du coup elle n'était pas énervante elle. L'absence de recours pour les proches. L'article 12 réserve le recours contre une décision d'aide à mourir à la seule personne ayant formé la demande. Les proches n'ont aucun moyen juridique rapide de contester une décision qu'il ou elle estimerait influencée par des pressions non détectées ou des informations incomplètes. Oh c'est marrant ça. C'est rigolo. Ascension 8 débloquée avec la nécro. Bravo, Feloutier qui est en train de dégommer Slay the Spire 2. Tu passes une meilleure après-midi que nous. La déclaration la plus significative de la réunion. À un moment de l'échange, Sandra Régol a dit, textuellement ou très près de ces termes, les gens se suicident de toute façon, éligibles ou non. Mais cette loi permet à ceux qui ne peuvent pas le faire ou ont peur de ne plus pouvoir le faire de le faire. Lol. Lol. Vous avez vu quand même? Tout à l'heure, je vous l'ai dit, hein, cette loi, elle sert à rien, à aucun niveau. Parce que, factuellement, si tu es une personne qui veut mourir, tu vas te tuer. Qu'on soit d'accord. Vraiment, premier degré, en tant que personne en dit, je vous le jure, si j'ai vraiment et véritablement envie de mourir, je vais mourir. Je vais trouver le moyen. Je n'ai pas besoin d'un cadre légal, j'ai pas besoin d'avoir une injection par un médecin pour ça, hein. Vraiment, premier degré. Malheureusement, je connais des gens qui ont été dans mon entourage, qui ont choisi cette fin-là. Je le constate, en fait. Factuellement, on n'a pas besoin de ça. On le fait. Et là, même ça, elle le reprend
pour gaslight et justifier leur putain de loi. On est sur ce niveau-là quand même de foutage de gueule. C'est beau, hein. Vraiment, l'abus, mais jusqu'au bout. Parce que vraiment, faudrait pas manquer ça, quoi. Faudrait pas manquer ça. On a quasiment tous de quoi mourir chez soi pour 3 €. Mais oui, mais encore une fois, hein, si tu veux mettre fin à tes jours, tu le peux. Dans une société aussi, on va dire, avancée, technologiquement parlant, dans le consumérisme, etc., on a toute l'attitude pour acheter et trouver ce qu'on a besoin. T'as plein de manières de mettre fin à tes jours. Très facilement. Très, très, très facilement. Donc vraiment, le coup du non, mais y a des gens, ils ont peur, nous, on veut qu'ils aient plus peur, ça dit beaucoup de choses. Hein. Ça dit beaucoup de choses. Cette phrase dit explicitement ce que les partisans du texte formulent rarement aussi clairement. Elle acte que des personnes malades se suicident dans des conditions souvent atroces, isolées, sans accompagnement et dans la peur. Et elle le dit sur le ton du constat, presque du fatalisme. Pas comme un scandale qui devrait mobiliser, pas comme une raison d'investir massivement dans les soins. C'est une donnée. Et t'es là en mode bah ouais, hein. C'est une fatalité, bien sûr. Encore une fois, on reprend des trucs très cons, hein, mais parmi les personnes qui sont déclarées et perçues comme ayant besoin de soins palliatifs, et encore déjà là, il y a un biais, là déjà, il y a un problème, mais même dans les personnes qui sont répertoriées comme ayant besoin de soins palliatifs, plus d'une personne sur 2 n'y a pas accès. Voilà. Une personne sur 2 qui est reconnue comme ayant besoin de soins palliatifs n'y a pas accès. Et encore une fois, ce sont des chiffres qui sont incomplets. Parce que si vous reconnaissez, ça veut dire qu'il y a déjà un travail d'enquête, de détection, etc. Et ça met de côté tous les problèmes d'oppression, racisme, sexisme, etc. qui font qu'on estime comme non légitime tout un tas de personnes. Encore une fois. Et bref. J'ai demandé d'ailleurs à un défenseur pourquoi impliquer quelqu'un dans son suicide et il m'a bloqué. Bah, surprise, mais en fait non. Hein. Avec sur mon bureau, j'ai assez de médocs pour me flinguer le foie et crever dans les 3 jours si je veux, c'est tellement con leur truc. Bah, moi par exemple, vous voyez, je fais partie des personnes où c'est tellement plus simple, j'ai juste à pas prendre mon traitement. Voilà. Si je prends pas mon traitement, ben la molécule qui me manque va me manquer de plus en plus, puisque c'est le principe, mes traitements, c'est juste redonner la molécule qui disparaît. Donc, bah, si j'ai plus la molécule, mon cœur s'arrête. Point. Voilà. Moi, si je veux mourir, c'est vraiment la méthode la plus simple du monde. Vraiment, c'est juste j'arrête de prendre mes cachets. J'arrête de prendre mes cachets et dans un mois, je suis plus là, en fait. Hein. Basiquement. Et moi, je vous dis ça aujourd'hui parce que j'ai arrêté tout ce qui était les traitements antidouleurs, etc. Parce qu'à une époque, j'avais des traitements antidouleurs parce que j'ai des douleurs constantes, j'ai des douleurs chroniques. Et en fait, avant, on me donnait de la codéine, notamment. Et le truc, c'est qu'en fait, au bout d'un moment, j'ai décidé d'arrêter parce que tu t'habitues au dosage. C'est le problème avec les antidouleurs, notamment, c'est que ton corps finit par s'habituer aux quantités faramineuses que tu t'enfiles. Et donc, au bout d'un moment, il te faut des doses de toujours plus grosses, grosso merdo. Je vous résume très largement le truc. Hein. Et moi, en fait, à un moment donné, j'ai décidé que c'était plus possible. Je pouvais pas continuer à augmenter les doses les années passant. J'estimais que c'était pas un truc que je voulais faire. Et du coup, j'ai arrêté de prendre les antidouleurs. Alors, je le précise, ce n'est pas avec l'accord de mes médecins, qui n'étaient pas fondamentalement extrêmement d'accord avec cette idée. Voilà. Je dois avouer qu'en plus, je l'ai fait d'une manière pas très maligne, hein, parce que du coup, j'étais beaucoup moins renseigné aussi à l'époque. Et concrètement, j'ai décidé du jour au lendemain d'arrêter tous les traitements. Voilà. Non, ce n'est pas une bonne idée. Sachez-le, les sevrages ne se font pas comme ça, vraiment. Mais je suis quelqu'un d'un peu con. En tout cas, je l'ai été beaucoup plus qu'à cette époque. Voilà. Voilà. Bref, et du coup maintenant j'ai plus d'antidouleurs sous la main, etc. C'est plus des trucs que j'ai. Mais à une époque, j'avais des antidouleurs dans des quantités assez faramineuses. Donc oui, t'as clairement, en plus quand t'as des personnes handies comme nous, t'as clairement tout ce qu'il faut, quoi. Enfin, genre vraiment c'est chaud, hein.
En tant que douloureuse chronique, je peux me suicider plusieurs fois et d'ailleurs c'est pas pour rien qu'il y a un suivi psy au centre de la douleur. On sait que la douleur entraîne le suicide. Ouais. Moi on m'a déjà dit qu'il faudrait que j'aille dans un centre de suivi de douleur et j'ai dit oui, j'ai envoyé chier les écopes. En fait, quand j'ai envoyé les antidouleurs chier, j'ai tout envoyé chier là-dessus et j'ai rendu minimal le suivi médical, grosso merdo. Et ça me convient. En vrai, ça me convient. Bon, après, ceci dit, il y a des personnes, et je désigne du coup notamment une personne extrêmement magnifique et belle, qui m'a déjà reparlé de ça, il n'y a pas très longtemps, et qui m'a dit, de manière très très gentille, avec des petits yeux tout mignons, qu'en vrai, c'est acceptable d'éventuellement aller voir un centre de la douleur. Et peut-être que du coup, quand je vivrai avec lui, peut-être que éventuellement j'essaierai de voir avec un rendez-vous pour un centre de la douleur. Peut-être. Qui sait? On verra bien. Le futur nous réserve plein de surprises. Mais bref. C'est un choix qu'on a déjà l'arrêt du curatif et que du palliatif, si on a accès au palliatif. Oui. Le chien, il prenait de l'opium et ça marchait, mais l'endormait. Son but était de fonctionner et pas de dormir. Oui, bah moi, c'est exactement le truc qui fait que j'en ai eu ras le cul. En fait, j'étais trop stone. J'avais l'impression d'être complètement à l'ouest et au bout d'un moment, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus de juste être complètement pas moi. H24, c'était plus possible. Vraiment, ça me faisait câbler. Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, j'ai dit non, j'arrête tout parce que j'ai envie d'être moi-même. J'ai mal, c'est vrai, c'est pas fun, mais je suis moi. Et je me sentais du coup mieux. C'est aussi la raison pour laquelle je prends pas trop tout ce qui est antidépresseur, etc. Alors que techniquement, j'ai un traitement long comme mon bras, mais bref. Anyway. Je reprends, excusez-moi. Mon corps est bizarre, j'ai les mêmes doses depuis des années et ça marche. Bah tant mieux, franchement, cool. Franchement, cool. Profite. Sauf dans les séries policières. Sauf dans les séries policières de quoi? Ah, que tu fais... que tu fais un arrêt total de la substance et TKT ça passe. Non, c'était pas une bonne expérience. C'était pas une bonne expérience. Je vous le conseille pas. Et si c'était à refaire, je le referais pas comme ça. Non. Surtout que les nouvelles ordonnances, 3 mois, et donc le médecin que tu vois que tous les 6 mois, il force la dose. Ouais. Bah là, mon médecin... Mon médecin est vraiment très bien. En vrai. Il est vraiment très bien. Mais... tu le vois une fois tous les 6 mois parce qu'il a trop de monde. Juste tellement trop de monde. C'est... Ouais, non, mauvaise idée, Bibi, on est d'accord. Hein. C'était pas idéal. Ton corps, ton choix. On est d'accord, Nils. On est d'accord. Mais ça ne change pas que j'entends des choses et dans un cadre différent, je pense que il peut y avoir un intérêt. Et je pense que ça joue. L'époque où je l'ai fait, l'époque où j'ai envoyé chier absolument tous les antidouleurs et compagnie, parce que j'étais au bout de ma vie, à devoir essayer de travailler et rentrer dans le moule capitaliste classique, que j'y arrivais pas, que les traitements me rendaient stone, que juste au bout d'un moment j'étais en mode non, c'est mort, j'y arrive pas. Je peux pas, je suis pas moi-même, ça me va pas, c'est trop. Aujourd'hui je suis plus dans ce cadre-là, déjà. Et si en plus je déménage, je serai donc peut-être plus aussi avec le même genre d'individu en face de moi. Bon, après un médecin restera un médecin, on est d'accord, mais je pense que les équipes soignantes que j'ai pu voir n'ont pas toujours été au top du top. Voilà, on va dire ça comme ça. J'ai pas dit que t'avais fait une demande, mon amour, ne t'inquiète pas. Je ne te vois pas comme étant quelqu'un qui me force ça. Hein? Qu'on soit d'accord. Je te vois comme quelqu'un qui a soulevé l'idée. Et je me dis qu'éventuellement, peut-être, il y a quelque chose éventuellement à creuser. Oui, voilà, il y a déjà pas le même cadre de là où je vis, comment je vis, etc. Mais même, encore une fois, je vous dis, quand j'ai tout envoyé valser, c'était il y a une décennie plus tôt, et c'était quand j'essayais de travailler que, du coup, je faisais des journées... alors vous allez me dire, je fais toujours des journées extrêmement longues. Oui, c'est vrai, mais aujourd'hui je travaille à domicile,
parce que le métier quand même de créatrice de contenu, c'est littéralement à mon PC, sur mon bureau, dans ma chambre, chez moi. Enfin, c'est quand même pas du tout le même cadre qu'à l'époque où je faisais 1 heure de route pour travailler en entreprise, au contact de plein de gens, etc. Parce que du coup, ça rajoute ça aussi. Enfin, je suis quand même une personne qui est autiste, qui est du coup quand même avec des éléments sociaux parfois compliqués, on va dire ça comme ça. Et en fait, devoir masquer, plus gérer les douleurs, plus gérer la fatigue, plus gérer les déplacements, plus gérer... Enfin... Ouh. Voilà, ça faisait beaucoup. Ça faisait beaucoup. Et c'est à cette époque-là et dans ce cadre-là que j'ai dit, là c'est too much, j'ai besoin d'être moi-même, c'est pas possible. Aujourd'hui, déjà, là, à l'heure actuelle, c'est plus le même cadre. Déjà, factuellement. Ensuite, se rajoute le fait que les équipes médicales que j'ai vues sont dans un cadre où, comme je vous ai dit, c'est compliqué. C'est long de faire les rendez-vous pour l'autisme ADHD, ça dépend de la région où tu es, ça dépend avec quel organisme, ça dépend si tu lâches des ronds, ça dépend si tu passes par le CRA, ça dépend de beaucoup de choses. C'est pas simple. Disons qu'il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte. Au passage, bonjour et merci beaucoup pour le follow à la baguette marxiste. Je suis désolé, il n'y a pas les alertes aujourd'hui. Twitch est cassé du cul. Et du coup, les alertes sont complètement plantées. Donc, j'ai vu la notif, là, voilà, je vois la notif qu'il y a eu un follow, mais je suis désolé qu'il n'y a pas d'alerte ou quoi qui s'est déclenché. Voilà, ça dépend si tu passes par un CRA, c'est long la file d'attente. Par exemple, moi, je suis donc dans le Var. Le CRA, là où je suis dans le Var, c'est 4 ans d'attente. Tu poses ton dossier, 4 ans plus tard, on te répond. Voilà, on en est là. Y a d'autres régions où c'est pas le cas. Il y a d'autres régions, tu poses ta demande, 6 mois après tu passes. Voilà. Si tu vas voir quelqu'un de privé et que tu avances les ronds, que du coup tu lâches les thunes parce que tu vas voir un libéral, c'est pas la même chose quoi. Voilà. Si j'ai pu lâcher des thunes, j'ai eu un diag en 3 mois. Voilà, typiquement. Tout est encore une fois une question de moyens, de contexte, de région. C'est très très différent d'un cas à l'autre. Donc voilà. Oui, l'entourage ça compte très très beaucoup, je pense effectivement. Vous voyez, là, moi j'ai un traitement d'antidépresseurs, etc. Que je ne prends pas, pour le coup. Parce que notamment je n'ai pas envie d'être moi-même. Enfin, j'ai envie d'être moi-même, je n'ai pas envie de pas être moi-même. Excusez-moi, je reformule dans le bon sens. Et le constat, c'est que du coup, je les prends pas. Je les prends pas parce que j'ai peur de pas être moi-même. Peut-être que dans un autre cadre d'environnement, quand j'aurai déménagé, je me dirais éventuellement, peut-être que je veux bien tester. J'en sais rien. Je suis pas sûr, je pense pas qu'on soit d'accord. Mais voilà. Et ça va la même chose avec les antidouleurs. J'en ai pas pris depuis une décennie et ça me va très bien, globalement. Enfin, ça m'arrive de prendre des antidouleurs, mais c'est très très peu. Et globalement, les antidouleurs, maintenant, c'est des trucs très très légers. Et c'est aussi pour ça que je les prends pas, parce que souvent, ça fait pas tant d'effet que ça. Donc, bref. Voilà. Mais peut-être que dans un autre cadre, je me dirais, oui, je peux peut-être les prendre. Enfin, voilà. Il y a plein de trucs à prendre en compte. D'un cas à l'autre, c'est pas la même chose. Et ça, il faut jamais l'oublier. Vraiment. Vraiment. Enfin, un diag, il faut avoir un psychiatre pour valider. Et ensuite, dans mon cas, il y a trouble neurodéveloppemental complexe qui s'ajoute. Oui, moi, je vais pas rentrer dans tout ce qui est effectivement les diags, mais personnellement, je suis plutôt anti-psychiatrie. Et autant vous avez besoin d'un diag pour avoir des aides, etc., tant mieux, éclatez-vous, allez-y. Voilà. Mais personnellement, je pense qu'on n'a pas spécialement besoin de ça. Je veux dire, à un moment donné, on s'en fout des diags. Hein? Voilà. je vais le dire crûment comme ça, mais les diags, on s'en tape les reins, quoi. Enfin, si c'est juste pour rentrer dans un cadre et dire, ah, je suis dans le cadre, allez, très bien. Mais à quoi ça sert au final? Après voilà, si c'est, comme dit Freya, si c'est ce que vous avez besoin pour justifier des aides, etc., franchement j'entends et je suis 200% derrière vous à vous dire allez go, en effet. Mais je pense que c'est pas un truc qui est fondamentalement ultra important de savoir si on est dans telle ou telle case. Parce que les cases sont éclatées au sol. En fait, pour moi, le problème, c'est que les diags fixent des limites.
des limites qui ne sont pas pertinentes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si vous voyez 2 praticiens différents, il ne va pas forcément vous mettre dans la même limite. Pour une raison X ou Y. Parce que sur le moment, vous étiez peut-être plus réactif, vous étiez peut-être plus endormi. Parce que vous êtes par exemple une meuf et que le praticien est sexiste. Parce que vous êtes une personne racisée, que le praticien est raciste. Parce que vous êtes une personne trans et que le praticien est transphobe, etc., etc. Donc vous avez des trucs qui vont pas passer. Et vous allez avoir du coup des diags qui vont pas être posés de la même manière. De manière très claire et prouvée, notamment, parce qu'on fait des études dessus, on constate qu'il y a des surreprésentations dans certaines catégories. Par exemple, c'est marrant, les troubles bipolaires, on n'a pas la même répartition, alors que parfois on a exactement les mêmes symptômes, que les diags qui vont être faits sur la schizophrénie. On n'a pas les mêmes personnes à qui on met ces diags-là. Alors que par contre, on remarque qu'on a les mêmes éléments pointés, mais on n'obtient pas le même diag. C'est marrant. Et c'est pour ça qu'un diag, pour moi, c'est pas un truc très pertinent. A contrario, par contre, l'idée de mieux se comprendre, ça je valide à 200%, c'est important de mieux se comprendre. Vous pouvez le faire juste en vous renseignant sur ce que c'est que les neuroatypies. Et voir justement que notamment, le spectre neuroatypique, eh bien, c'est un spectre. C'est-à-dire que vous n'avez pas vraiment un début, une fin, vous avez un continuum, et sur certains points, sur certains éléments, vous allez être là-bas à gauche, sur certains autres points, sur certains autres éléments, vous êtes là plutôt à droite, sur tel autre élément, vous êtes plutôt au centre, etc., etc. Et en fait, les neuroatypies sont très diverses et variées. Et elles coexistent à un moment donné. Je veux dire, encore une fois, un diag va placer des trucs et ses limites sont arbitraires à beaucoup trop de niveaux. Et du coup, vraiment, un diag est plus que discutable. Pas un spectre, mais un gâteau de spectre. Pourquoi pas un gâteau de spectre ? Allez, va pour le gâteau de spectre, j'aime bien l'idée. Mais pas un spectre de gâteau, parce que si c'est un spectre de gâteau, ça veut dire que c'est pas un vrai gâteau, qu'on peut pas croquer dedans. Et c'est quand même vachement bien de croquer dans les gâteaux. Attends, quoi ? Plaît-il ? J'ai fait le parcours du diag en partie pour mieux me comprendre, sauf que comme ça a duré 1 an, j'ai eu le temps de me connaître autrement. Et c'est ça le truc, en fait. Je vous laisse les spectres et je prends le gâteau. Ah ouais, ça, on voit les priorités, hein. On voit la bouffe, hein. La bouffe. Bref. Je reprends la lecture nonobstant. Parce que ça fait un moment qu'on est devenu plus calme. Il faut se réénerver un peu, attendez. Il faut reprendre la lecture. Donc, la loi est justifiée non pas par l'existence d'une souffrance qui est irréductible, que rien d'autre ne pourra soulager, mais par l'incapacité physique de certaines personnes à se suicider par leurs propres moyens. C'est un outil d'égalité dans l'accès au suicide et ce n'est donc pas une réponse à une souffrance spécifique. On aide à mourir, mais on n'aide pas à rester chez soi. Ah ouais, c'est vrai que le retour dans le texte, wouh, trop bien. Finalement, on était bien à papoter ailleurs. Cool. Donc, on aide à mourir, mais on n'aide pas à accéder à une équipe de soins palliatifs. Ce n'est pas de l'autonomie, c'est du renoncement, habillé en droit. On peut parler des gâteaux finalement. Ah, c'était bien les gâteaux, hein, finalement. En vrai, finalement, un bon petit gâteau là. J'ai des bananes qui commencent à tirer la gueule et je sais que ma coloc, quand il y a des bananes qui tirent la gueule, elle a tendance à faire des gâteaux à la banane qui sont trop bons. Je pense que c'est le moment où il faut que j'aille regarder ma coloc avec des petits yeux un peu mignons. Vous savez, le chat dans Shrek qui regarde avec des yeux trop mimes. Voilà, je pense qu'il faut que j'aille la regarder comme ça en lui apportant les bananes. Peut-être que sur un malentendu, il va y avoir une transformation des bananes un peu trop mûres en gâteau banane parce que c'est tellement bon les gâteaux bananes. Elle les fait trop bien. En vrai de vrai, ces gâteaux bananes, oh là là, ça se dégomme tout seul. Hein. Ça se dégomme vraiment tout seul. Hein. Ce constat rejoint d'ailleurs un argument porté de longue date par l'ADMD. Le suicide n'étant pas pénalisé en France, le suicide assisté et l'euthanasie seraient des moyens de rétablir une égalité entre citoyens face au suicide. Et encore une fois, je le rappelle, l'ADMD, c'est une asso gestionnaire. C'est-à-dire que ce ne sont pas globalement des personnes handicapées, ce sont les personnes entourant les personnes handicapées. Incroyable.
Ah, il se bat pour l'égalité citoyenne, mais en fait non, hein, pas trop. Hein. Pas trop en fait. Hein. Je reprends. Cet argument efface d'un trait l'ensemble des politiques publiques de prévention du suicide et le travail de terrain des associations, comme si prévenir le suicide et aider à mourir étaient deux pratiques symétriques, également légitimes selon les circonstances. Ce que la loi crée en plus de ce qu'elle autorise. Cette déclaration révèle aussi que la loi ne se contente pas de rendre accessible une option. Elle crée activement les conditions qui font pencher la balance vers cette option. Et là, on revient sur tout ce que je vous ai dit et tout ce que le texte a dit depuis le début. Factuellement, à l'heure actuelle, vous êtes dans un couloir qui n'a qu'une seule sortie, avec tout le monde qui vous pousse derrière dans cette direction, et on vous dit c'est un choix. Je vous jure, c'est pas un choix. S'il n'y a qu'une seule direction, une seule sortie, ce n'est pas un choix. Ça ne peut pas être un choix. Vraiment. Mais là, c'est ce qu'on fait. Hein. Ça, c'est ce qu'on fait. C'est un putain de couloir avec un mur qui est derrière vous en train de vous pousser constamment dans la sortie. Et on n'a qu'une. Dans tous les pays qui ont légalisé l'aide à mourir, le nombre de recours augmente significativement chaque année. En Belgique, les euthanasies ont été multipliées par plus de 10 entre 2002 et 2022. Au Canada, le nombre de cas a doublé entre 2020 et 2022, représentant désormais plus de 4% des décès. Cette progression ne s'explique pas uniquement par une demande préexistante, enfin satisfaite, elle reflète une normalisation progressive, accompagnée dans plusieurs pays d'un élargissement continu des critères. On vous rappelle qu'à l'heure actuelle, en Belgique, un enfant peut demander l'aide à mourir. Ça va, les critères ils sont assez larges pour vous ou vous voulez qu'on ouvre encore un petit peu ? Non, parce qu'il y a peut-être encore de la marge. Si vous voulez, je vous propose quoi ? En Belgique, on essaye d'ouvrir carrément le critère à un fœtus. Fœtus a peut-être envie de demander de l'aide au suicide assisté ? Non ? Puis du coup, on va deviner à sa place. Je sais pas. Bon, après, le cas du fœtus peut être un peu borderline parce qu'on pourrait partir sur les connards anti-avortement, etc. Et c'est pas le propos, hein, qu'on soit d'accord. Moi, ce que j'essaie de cibler, c'est le fait que juste, on ouvre à des critères qui n'ont aucun sens en estimant les sous-titres qui sont partis faire leur vie, je sais pas pourquoi, mais allez, pourquoi pas. On ouvre les critères à un point où en fait à un moment donné, juste ça a plus de sens. Juste ça n'a plus de sens. On part du principe que des gens sont en mesure de dire, demander, etc. alors qu'en fait ça n'est juste factuellement pas possible. Il y a des pressions qui existent, il y a des conditions qui existent et qui juste ne permettent pas un choix. En aucun cas. Vraiment. Ça n'est juste pas possible. Ça n'est pas pertinent. Genre vraiment, à l'aide. À l'aide. C'est éclaté au sol. Mais, écoutez, encore une fois, la logique des députés, c'est à chaque fois qu'on l'a fait quelque part dans le monde, ça a fait ça, mais là, cette fois-ci, on va le faire différemment. Promis. Là, on va le faire différemment. Le bruit que vous avez entendu, c'est Remnant from the Ashes qui a fini de se télécharger. Voilà, ça n'a rien à voir. Mais vous avez entendu Steam me dire « C'est bon, t'as le droit de jouer avec Dystopic et Feloutier. » Incroyable. Bref, je continue. Donc, je vous disais, la procédure elle-même joue un rôle. Une personne qui envisage seule de mettre fin à ses jours se rétracte souvent. C'est l'un des arguments les plus solides en faveur de la prévention du suicide. La majorité des crises sont passagères. La procédure officielle fonctionne à l'inverse. Elle implique une demande formalisée, plusieurs consultations, un délai, une date fixée, l'engagement d'un médecin, souvent la présence de proches. À chaque étape, la pression sociale à la cohérence s'intensifie. Ne pas vouloir faire perdre du temps, ne pas paraître hésitant, hésitante, ne pas faire subir à nouveau l'incertitude de son entourage. Ce qui a été conçu pour protéger peut aussi piéger. Et moi, je vais même pas dire peut aussi, je vous le dis, va piéger. Transformer une ambivalence, qui est la norme dans toute crise, en engagement progressivement irréversible. Et là-dessus, moi je vais vous parler d'un truc très con. Est-ce que vous connaissez le gel de décision ? C'est rigolo le gel de décision. C'est un truc qu'on a étudié en psychologie sociale. Et en fait, le gel de décision se traduit de la manière vraiment très simple. Plus vous prenez une décision dans un sens, moins vous êtes susceptible de partir dans un autre sens.
Voilà, c'est aussi simple que ça. Et ce qui est rigolo avec le jeu de décision, c'est qu'on l'a testé. On l'a testé de plein de manières différentes. Notamment, on l'a testé avec des patrons d'entreprise. On met un patron d'entreprise dans une situation, alors évidemment fictive, hein, on prend des vrais patrons, ceci dit, mais on les met dans des situations fictives, on leur dit voilà, vous avez une entreprise, elle fait tel chiffre, vous avez plusieurs voies de développement, vous choisissez laquelle. Et en fait, évidemment, ce qu'on ne dit pas au patron, c'est que les dés sont pipés. Peu importe le choix qu'il dit, quand on le remet devant sa décision 5 ans plus tard, parce que du coup, on ne le fait pas 5 ans plus tard IRL, hein, on lui dit voilà, là il s'est passé 5 ans, et en fait, au bout de 5 ans, on en est là. Bref. La décision est forcément la mauvaise. En tout cas, c'est une décision mauvaise et les résultats ne sont pas bons. Et on lui dit, tu as la possibilité, du coup, de faire avec ton entreprise d'investissement dans une autre direction ou de continuer dans celle-là. Que veux-tu faire? Et ce qui est rigolo, c'est que les gens choisissent systématiquement de mettre plus de ronds dans la décision qu'ils ont déjà prise en disant mais non, mais là maintenant elle va marcher du coup. Et plus on a investi, et moins on revient en question parce qu'on a investi. Plus on a investi, plus on est poussé à continuer d'investir parce que l'idée, c'est qu'on a déjà mis des ronds dedans, on a mis déjà des efforts dedans, on a déjà mis du temps dedans. Donc il faut que ça soit rentable, il ne faut pas perdre ça. Puisqu'on a dépensé dedans, il faut rattraper. Donc il faut continuer à investir dedans parce que on a déjà trop investi, donc il faut continuer à investir. Et ça s'appelle le gel de décision. Et ça, c'est typiquement le mécanisme qui est décrit là, en fait. Vous commencez à rentrer dans ce système. Vous avez choisi peut-être au pif, et en vérité, vous avez sûrement choisi parce que vous avez une situation de crise sur le moment, parce que là, ça va plus pour telle raison, mais comme c'est dit, dans la majorité des cas, c'est une crise. Ça passe. Dans la majorité des cas, ça passe. Mais vous avez pris une décision. Vous avez pris une décision pendant cette crise grâce à cette magnifique loi. Et comme vous avez pris une décision, vous avez engagé quelque chose. Vous avez engagé des ressources, vous avez engagé du temps, vous avez engagé vos proches, vous avez engagé de l'émotion. Et puis on va faire un deuxième rendez-vous, mais vous avez déjà engagé. Donc vous engagez encore plus. Mais du coup, on va faire un troisième rendez-vous. Oui, mais ça fait 2 rendez-vous, vous êtes engagé. Ça fait beaucoup d'engagement. Donc vous allez continuer à engager. Encore. Et on se retrouve à la fin. C'est cool ça. Ce serait con quand même qu'il y ait des gens qui littéralement ont fait des études dessus depuis des décennies et qui l'ont montré. Ça serait con qu'on ait autant d'exemples à travers le putain de monde sur systématiquement tous les pays qui ont mis ça en place. Ce serait con quand même qu'on ait ce recul-là et de décider qu'on est un putain de député français, qu'on a un gros cerveau et qu'en vrai, on va mieux gérer TKT parce qu'on y croit. Ça serait vraiment très con, hein. Ou alors très validiste, au choix. Bref. En France, ça va évidemment pas être pareil que les autres pays parce qu'on n'a pas des néolibéraux au pouvoir qui vont baisser les aides pour forcer les andis dans la misère. Oh wait, ça a déjà arrivé. On a déjà les budgets qui ont été sucrés, donc on le sait que c'est déjà le cas. Et c'était prévisible. C'était prévisible parce que c'est systématiquement ce qui se passe. Et elles le savent aussi, mais elles s'en foutent. Systématiquement, parce que c'est pas le propos. Tout le montre, son discours le montre. C'est pas qu'une question de... y a des néolibéraux qui sont au pouvoir. Les gens qui ont voté ça. Là, la députée Europe Écologie Les Verts qui a voté ça, elle le sait, elle en a conscience. Elle est juste hypocrite. Elle est juste validiste, elle est juste eugéniste. Et elle remettra pas ça en question, à aucun moment. Jamais. Jusqu'au moment où éventuellement un jour elle sera peut-être handicapée et qu'elle sera de l'autre côté de la limite et que peut-être là elle verra le truc. Peut-être. Je reprends. Enfin, alors que la propagande en faveur du suicide s'est criminalisée par l'article 223-14 du Code pénal et que les budgets publics financent chaque année la prévention du suicide, une normalisation culturelle active de l'aide à mourir est en cours. Des reportages présentent des parcours d'aide à mourir comme des modèles d'accompagnement. Des films la romantisent. Des responsables politiques la décrivent comme un geste de compassion. Un acte d'amour envers ses proches. Une mort digne face à un état qui ne le serait pas. Je t'aime tellement que je vais te tuer. Ah ouais, c'est vrai que c'est pas toxique ça, hein. C'est vrai qu'il n'y a pas de problème dans cette phrase, hein. Vous vous sentez aimé, hein, si je vous dis ça. Quel enfer. Putain. Cet état présenté comme indigne en lui-même, c'est la dépendance, la perte de capacité, le handicap. Ce que cette mise en récit installe, c'est l'idée qu'il existe des vies qui valent moins la peine d'être vécues et que le dire est bienveillant. Pour toute autre catégorie de la population, ce discours serait inacceptable. C'est faux.
Là-dessus, c'est faux. Je suis désolé. Il y a beaucoup trop d'éléments qui sont malheureusement oppressifs au sein de nos sociétés et où très clairement, ça, c'est faux. Genre vraiment, non, c'est faux. Ouvrez, s'il vous plaît. Enfin, vraiment, vous avez la nécessité d'ouvrir un peu la question parce que c'est pas possible d'être aussi enclavé et de juste hiérarchiser sur nous les pauvres handis, quoi. Pitié. Bref. Pour toute autre catégorie de la population, ce discours serait inacceptable. Pour les personnes malades ou handicapées, il est présenté comme de la compassion. Non mais vraiment, hein, Bref. Le désaccord de fond. Cette réunion l'a confirmé clairement. Le désaccord n'est pas technique. Il ne porte pas sur la rédaction de tel ou tel article, sur l'interprétation de tels critères, sur le niveau de financement des soins palliatifs. Il porte sur une vision du monde. Pour Sandra Régol, la maladie grave, la dépendance, la perte de capacité sont des états objectivement dégradants. L'envie de mourir qui en résulte est une réponse légitime, presque naturelle. Et ça là, ça c'est vraiment le truc qui est le nœud du problème pour les personnes qui sont du coup validistes, et il y en a beaucoup. La grande majorité des gens qui vous en tirent le son, vous l'êtes un petit peu probablement aussi. Parce qu'encore une fois, ça infuse toutes les strates de la société, hein, comme n'importe quelle oppression. C'est vraiment cette idée que tu es dégradé, tu es moins. Et rendez-vous compte à quel point c'est infusé, c'est que, par exemple, une personne comme moi, une personne qui est handicapée, qui le vit, qui est profondément anti-validiste, qui est quand même très, à mon avis, je pense qu'on peut le dire, renseigné sur ces thématiques-là, j'ai toujours une voix dans ma tête qui me dit que je suis un poids, que ce serait mieux si j'étais pas là. Et c'est logique, hein, je veux dire, à un moment donné, on a toute une société qui me le dit depuis que j'existe, donc oui, forcément, je peux pas y échapper, hein, je veux dire, c'est forcément là dans ma tête, hein. Et ça, vraiment, c'est à un tel niveau partout, c'est chaud. Et encore une fois, là, je peux prendre les gens qui me connaissent un peu beaucoup trop bien, hein, Féloutier, Nils, Freya, etc. C'est des phrases que vous m'avez déjà entendu dire. M'excuser 150 fois d'être un poids. M'excuser 150 fois. Par exemple, absolument aucun élément réel, bien sûr, dans ce que je vais dire, mais vous ne m'avez absolument pas vu, genre au Nouvel An, dans mon lit, au bout de ma vie, mal, après beaucoup trop de nuits d'insomnie, etc., à vous dire désolé de ne pas être là avec vous à table et de discuter, etc. Je suis désolé de ne pas être bien et épuisé. Genre, jamais à aucun moment de ma vie j'ai fait ça. N'est-ce pas, Disto? N'est-ce pas? Ma chérie qui supporte pas d'être inutile aux tâches ménagères alors qu'elle peut se froisser un muscle en faisant coucou des mains. Bah oui. Là-dessus, j'ai l'impression de jamais en faire assez, alors que les tâches ménagères, j'en fais un certain nombre pour le coup, mais j'ai toujours l'impression que c'est pas assez. J'ai toujours l'impression que je suis un poids, que je sers à rien, au contraire, et encore une fois, c'est à tous les niveaux. J'ai l'impression qu'émotionnellement, je suis pas là. J'ai l'impression que cognitivement, je suis pas là. J'ai l'impression de tirer les gens vers le bas, etc. Alors que, en vrai de vrai, un certain nombre de personnes qui m'entourent, quand même, il n'y en a pas beaucoup, mais du coup, sur les pas beaucoup, la plupart des personnes qui m'entourent me l'auront dit au moins une fois, que en vrai, c'est plutôt l'inverse que je fais. Et j'ai pas cette impression. J'ai toujours l'impression d'être quelqu'un qui coûte, quelqu'un qui pèse. J'ai toujours l'impression d'être un poids qui vous attire dans les profondeurs insondables d'un océan très noir, alors que, en vrai, le peu de fois où des gens m'en parlent, les gens me disent plutôt l'inverse. mais ça reste là. Ça reste dans ta tête. Bref. Les critères médicaux suffisent à l'objectiver. La société n'a pas à chercher d'où vient la souffrance. Elle a à respecter la décision. Ce regard extérieur et naturalisé se manifeste dès l'entrée dans la permanence, dans la façon dont elle perçoit les corps autour d'elle comme potentiellement fragiles, mais sans jamais y inclure le sien. Donc là, on revient sur le fait que quand ils sont rentrés dans la permanence, donc déjà, il n'y avait pas du tout de quoi laisser la personne rentrer, etc. Mais voilà. Mais derrière, les personnes ont un masque FFP2. Et le truc qui est rigolo, vraiment, c'est que la députée leur demande « Est-ce que vous voulez que je mette un masque ?» La réponse est « Oui, elle n'a pas de masque. » Donc là, les personnes du collectif lui donnent un masque et elle leur dit
Non, mais en vrai, vous avez un masque, donc c'est bon, vous êtes protégé. Parce que moi, je vais pas vous contaminer, je suis pas malade. Vraiment, cette vision du corps valide comme étant pur, neutre, incapable de transporter le moindre vecteur de germe ou quoi que ce soit, bien sûr. Systématiquement, encore une fois. Systématiquement, encore une fois. Alors, je ne me blesse pas parce que ça partirait du principe que je suis pas blessé déjà. En vrai. Et encore une fois, notamment le magnifique petit Nils ici présent peut dire que j'ai une légère propension à dire bah, j'ai déjà mal, donc en fait c'est pas grave. Lol. C'est comme ça que ça marche, non? Bref, je disais donc. Il se retrouve tout au long de l'échange, quand elle décrit la sédation profonde comme inquiétante parce que le corps fait des sursauts. Elle regarde ses corps de l'extérieur, comme des corps qui souffrent par définition, dont les manifestations sont nécessairement des signes de détresse. Cette vision est à l'opposé de ce que le mouvement antivalidiste essaye de construire. La souffrance n'est pas une propriété du corps malade, elle est le produit de la façon dont la société répond ou ne répond pas à ce corps. Un même état de santé peut être vécu comme tolérable avec des soins adaptés, une aide humaine, un entourage, un logement accessible ou comme insupportable sans rien de tout ça. Ça n'est pas la même chose. Et la loi refuse de faire cette distinction. Ce refus n'est pas une omission, c'est une cohérence. Si l'envie de mourir est naturelle dans cet état, il est logique de ne pas vérifier les pressions, de ne pas examiner l'accès aux soins, de ne pas inscrire de garantie dans le texte. Si l'espérance de vie réduite justifie qu'on dispense la société de chercher les causes du mal-être, il est logique de ne pas explorer le sentiment d'être un fardeau. La loi est construite sur cette vision, pas malgré elle, mais à partir de elle. Notre conclusion ? Cette loi ne protège pas la liberté des personnes malades, elle protège la société du coût de les accompagner. Et voilà qui finit la lecture du texte. Coucou Enyotna, j'espère que tu vas aussi bien que faire se peut. Encore une fois, c'est partir du principe que je n'ai pas déjà un certain nombre d'éléments, comment dire, qui auraient pu être esquivés. On va dire ça comme ça. Surtout ce que j'allais faire une analogie avec ce que des militants antiracistes disent, il faut des groupes d'appartenance que la loi protège, ici les proches, mais ne contraint pas, et des groupes d'exclusion que la loi contraint et ne protège pas. Donc Francis Willowit disent, ou plutôt utilisent, oui. Ça me saoule, j'oublie toujours son nom alors que cette idée est super importante. Oui. J'ai tordu ma cheville, autant amputé. Ouais, foutu mode de pensée cassé. Et ouais. C'est une définition du conservatisme. Oui. Bah oui. Oui. Et encore une fois, c'est ça le truc, c'est que bon, il y a encore une fois des gros angles morts, je pense, parce que clairement, on centre que sur la question du handicap et en fait, on ne parle pas déjà de l'intersectionnalité. Et pourtant, il faudrait vraiment. On reste sur un cadre légaliste aussi. Et ça, c'est un autre problème, à un autre niveau, qui en vrai se rejoint aussi, parce que le cadre légaliste pose problème, notamment parce que il y a des oppressions dans notre société et que donc de fait, le racisme, le sexisme, etc. vont faire que légalement, on va faire de la merde, de manière logique et assez prévisible. Donc bref, il y a des biais. Pour moi, il y a des gros manquements et je pense qu'effectivement, c'est Freya qui l'a dit, je pense qu'on est sur une vision de personnes handicapées blanches. Et je suis assez d'accord là-dessus, parce que de manière constante, la vision que je vois, pour moi, a vraiment des biais qui sont significatifs de la blanchité, de manière très évidente. Et encore une fois, moi je vous dis ça en étant une personne blanche, je replace quand même le truc, je me place pas en dehors de ça. J'essaye de travailler autant que faire se peut sur ces questions, d'être sensibilisé, d'avoir conscience justement des angles morts que j'ai. Mais du coup, je les vois aussi quand en face, je vois des gens qui ne font pas cet effort-là, qui ne le mettent pas et qui du coup passent complètement à côté de certains points. Mais voilà, je préfère quand même le préciser qu'on ne me mette pas à une position qui n'est pas la mienne, en l'occurrence. Toujours est-il que je trouve quand même que le texte est important, parce qu'il replace quand même un certain nombre de choses.
et notamment en nous mettant ce que nous dit du coup cette députée d'Europe Écologie Les Verts, on voit un certain nombre de choses, quoi. Hein. Vraiment, à un moment donné, c'est malheureusement très prévisible parce que c'est ce qu'on entend, c'est ce qu'on a entendu avec Sandrine Rousseau, par exemple, qui a quand même pas mal pris la parole, notamment publiquement, pour défendre ça et ne veut pas absolument entendre les arguments antivalidistes, qui en a strictement rien à foutre. Mais elle, comme tous les autres députés, tous les députés qui ont défendu ce projet de loi, vraiment sont à la ramasse. Il n'y a que très rares députés qui ont été pertinents sur la question. Notamment, il y a un député, je sais plus quoi, PCF peut-être, qui a un petit peu fait parler de lui parce que justement, au début, il était plutôt pro pour la loi. Et à un moment donné, il a fait, mais en fait, j'ai écouté un certain nombre de collectifs et je me rends compte que c'est pas OK du tout. Parce qu'il y a plein de trucs qui vont pas dedans, etc. Mais non seulement c'est minoritaire, mais ils sont pas entendus. En fait, ils sont complètement niés, mis de côté et ils s'en battent les reins. Et c'est quand même assez chaud parce que ça concerne beaucoup de gens. Et je vous le redirai jamais assez, parce que je l'ai déjà dit 150 000 fois, mais je vais le redire encore même une fois de plus. Les personnes valides, vous êtes à un instant d'être une personne invalide. Vous n'avez absolument pas conscience à quel point votre validité est temporaire et fragile. Continuez à faire les malins, continuez à croire que vous êtes immortel, que tout va bien se passer, que vous n'êtes pas malade, que vous n'allez pas tomber malade, etc. Le moment où vous allez l'être, parce que vous allez l'être, parce que vous allez vieillir, parce que vous allez être malade, parce que vous allez avoir un accident, parce que la vie, en fait, putain de bordel de cul, vous allez chuter. Et vous allez chuter vraiment violemment, parce que vous allez tomber tout au fond du seau avec nous. Et vous allez voir que le fond du seau, il n'est pas super agréable. Vraiment. Et notamment parce que vous l'aurez construit. Et que vous l'aurez construit extrêmement bien pour être aussi désagréable que ça. Et ça, c'est quand même important de le noter. Encore une fois. Bref. Cela conclut cette lecture. J'espère que vous avez trouvé quand même cette lecture pertinente et mes apports et les apports du chat pertinents. Petite fougère de YouTube. Des bisous. Ciao, ciao, ciao.